Donc, en premier lieu, bonjour à tout le monde et merci à Marie-Hélène. Merci à toutes les personnes qui, par leur engagement bénévole, rendent possible cette rencontre, rendent possible nos échanges. Donc, encore une fois, merci et bienvenue à tout le monde. Si vous le voulez, pour commencer notre exploration de la question du devenir adulte, du devenir professionnel, des personnes différentes, peut-être que nous pouvons commencer par quelques petites histoires. Une grande entreprise que tout le monde connaît, que tout le monde connaît par son nom, eh bien, elle a des origines assez mystérieuses. Je pense à McDonald's. Tout le monde connaît McDonald's. Mais dites-moi, est-ce que vous savez qui est derrière McDonald's, ou plutôt qui était derrière McDonald's? C'est une histoire qui mérite peut-être d'être connue. Je me permettrai de l'illustrer par une petite image, si vous le voulez bien. J'espère qu'elle va bientôt apparaître sur votre écran. Voici. Donc, voici, c'est la photo, donc, si j'ose dire, voilà, un peu décalé sur mon écran. Vous avez sur la photo les deux frères qui ont donc fondé McDonald's, Richard et Maurice, McDonald's. Alors, vous me demanderez, c'est tout à fait étonnant, pourquoi ces personnes-là sont relativement anonymes, alors que normalement, les fondateurs des grandes entreprises, je pense par exemple que sais-je, Microsoft, je pense à Apple, ce sont de grandes stars internationales. Pourquoi on ne parle jamais des deux fondateurs de McDonald's? À mon avis, il faut s'interroger sur leur personnalité, sur leur histoire, pour un peu mieux comprendre cet état de fait. Et si, imaginons l'hypothèse, et si les deux frères avaient été autistes? Parce que réfléchissons-y un petit instant. Quelle était l'originalité des burgers McDonald's quand ils sont apparus après la Seconde Guerre mondiale? L'originalité, elle était multiple. Premièrement, c'était une procédure hautement standardisée qui était mise en place, alors que dans les restaurants de l'époque, on mettait au contraire l'accent sur, j'allais dire, l'improvisation créatrice pour chacun des clients. Là, il y avait des burgers, des frites et des jus d'orange, point, quoi, avec des prix tout à fait stéréotypés. C'était aussi des lieux où on misait, il y avait une forme d'obsession pour la propreté, et c'est relativement, je veux dire, là aussi classique de l'autisme. Également, autre point tout à fait peut-être plus perturbant, les frères McDonald refusaient que les restaurants se concentrent sur la socialisation. À l'époque, il y avait dans les restaurants des serveurs, serveuses dont la mission était de discuter, de bavarder avec les clients. Ça, les deux frères McDonald ont dit non, il ne faut pas de socialisation. Et d'une certaine façon, j'allais dire, cette approche un peu rationalisante, cadrée, hygiéniste, c'est tout à fait un trait que l'on retrouve dans le cas de beaucoup de personnes autistes. D'où peut-être aussi l'obscurité relative de ces deux fondateurs, parce que ça peut choquer. Mais les deux frères McDonald, ce n'étaient pas des businessmen voulant faire pousser leur réseau de restaurants à l'infini. Ils ont revendu assez vite leur idée d'une certaine façon géniale sur le plan business, mais sans qu'ils se rendent compte qu'ils avaient en vérité vendu la poule aux œufs d'or, quoi, hein. Et vers la fin de sa vie, on avait interrogé l'un des deux frères survivants s'il avait été content de vendre l'entreprise alors même qu'elle ne faisait que commencer à devenir rentable. Et il a répondu que oui, que ça lui a évité beaucoup de stress, parce qu'être PDG d'une multinationale, c'est très stressant. Voyez, ça, c'est typiquement une réponse qu'aurait pu vous donner une personne autiste, pour qui la valorisation de soi ne tient pas dans une sorte de fantasme hiérarchique par rapport aux autres, ne tient pas en un chiffre d'affaires stratosphérique, mais tient plutôt dans le respect d'un certain nombre de principes personnels, par exemple ceux dont on a parlé, ordre, etc. Voyez. Alors, c'est une petite histoire. Je sais que McDonald's n'est pas l'entreprise la plus populaire au monde,
Mais je me dis que quand on fouille un petit peu dans l'histoire des grandes entreprises, eh bien, on retrouve sans doute beaucoup plus souvent qu'on ne le croit un certain nombre de profils que j'oserais appeler, pardonnez cette tournure, bien de chez nous. Et j'ai pris l'exemple de McDonald's un petit peu exprès aussi pour une autre raison, pour essayer de dire qu'il y a des gens autistes dans toutes sortes de domaines et pas que en informatique. Voyez, c'est peut-être l'une des choses les plus regrettables, en tout cas l'une des choses contre lesquelles je me permettrai de m'élever, à savoir donc cette volonté, voire ce quasi-schéma qui consiste à toujours vouloir percevoir derrière les personnes autistes des informaticiens. Voyez. Et justement, la deuxième histoire, elle aussi, n'a rien à voir avec l'informatique. C'est une histoire criminelle, une histoire qui nous replonge des décennies en arrière, qui nous replonge au 19e siècle. Et c'est là que j'ai envie de vous montrer une photo de château, de vous faire découvrir, si vous le voulez bien, le château de Bitremont. Alors, un instant, je partage mon écran. Alors, vous le verrez de suite. Il s'agit d'un beau château, d'un château qui, j'allais dire, est presque de carte postale. Mais détrompez-vous, cet état-là, eh bien, le château ne l'a plus. C'était aujourd'hui, le château est en ruine. C'est la demeure des chats errants et des rats. Que s'est-il passé dans ce château pour qu'ils connaissent une si grande et si triste déchéance? C'est très simple. C'est dans les murs du château que s'est déroulé le sans doute tout premier crime à la nicotine. Alors, venons-en au commencement. Le château au 19e siècle était propriété du comte de Beaucarmé et de son épouse, donc la comtesse de Beaucarmé. Simplement, le comte et la comtesse avaient dépensé sans compter et ils avaient dilapidé leur fortune. La ruine menaçait, la ruine et ses malheurs. Et c'est là que monsieur le comte avait eu une idée géniale et diabolique. Donc que le frère de son épouse était, comme on disait à l'époque, infirme et donc lui n'avait pas dilapidé son héritage. L'idée était de supprimer le frère de son épouse pour que cette dernière et donc aussi son mari touchent la part d'héritage et puissent donc continuer leur vie festive. Alors, problème, question, comment éliminer quelqu'un discrètement quand on est comte est très connu. C'est là que le comte a eu sa deuxième idée. C'est qu'en vérité, au service du comte, travaillait un homme à tout faire, un jardinier, un dénommé François. Un François qui n'avait jamais fréquenté l'école, François qui ne savait ni lire ni écrire, mais François qui avait des centres d'intérêt tout à fait spécifiques. Et c'est là que l'on retrouve notre trait autistique. François était un passionné de chimie et il avait découvert, Dieu sait comment, le secret de la fabrication de la nicotine, ce que à l'époque, même les plus grands chimistes peinaient à faire. Alors, le comte s'est emparé de quelques fioles de nicotine pure que son jardinier avait synthétisées dans ses expériences personnelles, avait empoisonné le frère de son épouse et il avait donc touché sa part d'héritage. Sauf que l'histoire aurait pu s'arrêter là. Et sauf que le comte avait oublié un autre trait fondamental de l'autisme, c'est que les autistes disent la vérité. Et lorsque le procès commença devant la cour d'assises, le dénommé François dit la vérité. Ici, vous avez un petit aperçu, et ce sont des images assez exceptionnelles d'une cour d'assises du 19e siècle. Vous pouvez apercevoir à la barre, non, pardon, dans le box, excusez, le comte et la comtesse, ainsi que François. Alors, ce qui est assez frappant, bon, il faut voir un peu les choses de plus près, c'est évidemment le regard fixe de François, sa façon de parler, et c'est donc devant la cour qu'il a exposé avec tous les détails
comment donc le frère du comte a été assassiné et par qui. Donc, moralité de l'histoire, si vous comptez travailler avec des autistes, veillez bien à connaître tous les traits de fonctionnement de l'autisme parce que si vous êtes chef d'une entreprise criminelle, ignorer les traits de l'autisme peut vous coûter assez cher, ce que, hélas, le comte finit par apprendre à ses dépens puisqu'il eut la tête tranchée. Voilà, donc pardonnez cette petite histoire un peu brutale, mais c'est là aussi pour montrer que les gens autistes peuvent être actifs, peuvent être tout à fait créatifs, hors du champ de l'informatique, mais aussi en autodidacte. Voyez, cette histoire, si elle illustre une autre chose, une autre propriété des gens autistes, c'est souvent leur caractère autodidacte. Et ça se comprend. Parce que l'école, et notamment les hautes études, au sens le plus large, sont particulièrement excluantes pour les personnes différentes et donc, entre autres, les personnes autistes. Autant nous parvenons, tant bien que mal, à scolariser les enfants, on a fait quand même quelques progrès en matière de scolarisation des tout-petits ces 15 ou 20 dernières années. Autant dès que l'on arrive au secondaire et plus particulièrement encore lorsque l'on arrive à l'enseignement supérieur, c'est un peu le grand néant, hein, puisque les personnes sont éliminées. Hein. Et je me permettrai à ce titre-là, si vous le permettez, de pousser un coup de gueule tout à fait personnel. Je trouve saisissant et inadmissible qu'il n'y ait à peu près aucun cadre juridique cohérent, du moins en France, sur la question du handicap dans l'enseignement supérieur. On est obligé de se rattraper tant bien que mal en recherchant des petites bribes à droite à gauche dans je ne sais quelle autre législation sur d'autres sujets en tentant de l'appliquer à l'enseignement supérieur. Pour être plus précis et plus concret, je trouve tout à fait inadmissible que, par exemple, en France, il n'y ait pas d'AVS, d'auxiliaire de vie scolaire pour le supérieur. Je trouve absolument regrettable que, par exemple, il n'y ait pas un quota budgétaire, j'ai bien dit quota budgétaire, qui assignerait un certain pourcentage du budget de l'université ou de l'enseignement, de l'établissement d'enseignement supérieur à la question du handicap. Pas un quota d'étudiants handicapés, sinon on ne s'en sortira pas, hein, mais un quota budgétaire. Voyez. Et plus généralement, il faudrait initier, par exemple, une sorte de banque de données ou de carrément conseil de consultation tel qu'il existe dans d'autres pays où les établissements d'enseignement supérieur seraient partie prenante et pourraient donc partager leurs bonnes pratiques. Parce que soyons honnêtes, ce qui compte le plus pour notre inclusion professionnelle, quand je dis notre, c'est celle de tous les humains, hein, je ne pense pas qu'à une sous-catégorie. Hein. Ce qui compte le plus, c'est bel et bien ce que nous avons fait quand nous étions, j'allais dire, jeunes adultes. Voyez. Les résultats de CP, pardon de dire comme ça, ne sont pas aussi décisifs. Voyez. Donc, c'est peut-être sur ce point-là que nous pourrions insister. Également, peut-être un deuxième point, une deuxième peut-être critique, hein, toujours par rapport à ces efforts ou absence d'efforts d'inclusion dans l'enseignement supérieur, c'est que je crois le système du handicap à la française a trop misé sur de prétendues formations courtes. Or, soyons honnêtes, soyons sérieux. Il n'y a pas de formation ultra brève de 24 heures ou même d'une semaine qui permettrait de donner toute sa place à une personne gravement exclue, par exemple du fait d'un handicap ou de que sais-je. Tout l'effort, toute l'énergie que l'on consacre à un étudiant dit valide pour qu'il puisse apprendre, que sais-je, les sciences de l'ingénieur, la plomberie ou de je ne sais quoi d'autre, tous ces efforts-là, il est anormal qu'on ne les déploie pas s'agissant d'un étudiant
concernés par le handicap, concernés par l'autisme. Là, il y a peut-être une révolution copernicienne à envisager chez un certain nombre d'organismes dédiés justement au handicap et à l'emploi. Voyez? Alors, ces quelques réflexions étant dites, permettez-moi quelques données un peu chiantes mais nécessaires sur l'autisme. Alors, je présente mes excuses aux personnes qui connaissent ces choses-là déjà, mais peut-être qu'elles peuvent être utiles à d'autres. Première question, combien est-ce qu'il y a d'autistes? Il y en a beaucoup, hein, à peu près 1%. En d'autres termes, en France, il y a plus de 600 000 personnes autistes. Il y a, si vous le préférez, en ces termes, 2 fois plus d'autistes que de Toulousains, on peut le dire comme cela. Et parmi ces 600 000 et plus personnes autistes, beaucoup sont adultes. Contrairement à une représentation assez fréquente, l'autisme ne concerne pas que des enfants. Quand on dit autiste, tout le monde pense à des enfants. Alors que sur les 600 000, on peut raisonnablement estimer au moins 300 000, probablement plus de 400 000 sont adultes. Donc, ces quelques chiffres rapidement dits peuvent nous permettre de resituer réellement l'ampleur, la magnitude du problème qui est face à nous. Je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles ce point a été négligé. Le système ou la prise en compte de l'autisme en France s'est bâti par le biais des associations de parents. C'est louable, hein, c'est formidable qu'il y ait eu ces personnes. Sans leur combat, nous n'aurions rien. Néanmoins, je pense qu'il est aussi nécessaire de savoir prendre en considération un certain nombre d'aspects, notamment par rapport à l'âge adulte. Et autre élément, donc les personnes autistes, nous l'avons vu, sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Elles sont essentiellement des adultes. Et puis, autre élément qui me tient peut-être à cœur, et pardonnez d'insister sur ce point, les personnes autistes, contrairement aux hommes politiques, évoluent et apprennent des choses. Voyez? Donc, il n'y a pas de personne autiste dont on puisse dire qu'il ou elle est fichu. Voyez? Et je tiens à le souligner 3 fois, contrairement à une croyance biologisante et parfaitement inadmissible, en plus d'être fausse, on ne peut pas subdiviser l'autisme en sous-catégories prétendument hermétiques en disant qu'un tel est fichu et un tel est un prétendu un grand génie cosmoplanétaire. Ces conceptions-là, et je pourrais le développer en mille et un détails, ces conceptions-là viennent directement de la période nazie et d'ailleurs l'un des termes que l'on entend souvent, à savoir Asperger, est le nom d'un tueur nazi. C'est tout à fait étonnant combien un certain nombre de gens aiment se qualifier par le nom d'un tueur nazi. Voilà. Donc, tout cela pour dire que les personnes, quel que soit leur profil de départ, peuvent apprendre et peuvent avoir une vie, y compris une vie professionnelle, épanouissante et utile pour la société. Et permettez-moi de dire qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air, puisque mon métier, mon véritable métier, est d'accompagner justement ces personnes-là, parfois avec les handicaps les plus lourds. Et je peux dire que, par exemple, des personnes à qui je passe chaque semaine nombre d'heures, si je vous les montrais actuellement à l'écran, vous jureriez que cette personne doit être enfermée à triple tour dans une boîte étanche au fin fond d'un établissement médico-social de je ne sais quel département rural. Cette personne-là, eh bien non, cette personne-là peut devenir tout à fait compétente, épanouie et faire, par exemple, toutes sortes d'études. Voyez, donc, je le dis un peu vite parce que le temps nous est compté, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le potentiel d'évolution et d'apprentissage de chaque personne. Oui, même à l'âge adulte, on peut apprendre à parler. Oui, même à l'âge adulte, même quand on n'a jamais mis les pieds à l'école, on peut, par exemple, apprendre des mathématiques supérieures. Et heureusement, par ailleurs,
tout le monde n'a pas vocation à être prof de maths à l'université. J'ajouterais Dieu merci. Hein. On peut tout à fait avoir une vie épanouie, utile, en ayant toutes sortes de métiers. Hein. Et donc, de grâce, ne sous-estimons pas les compétences des personnes. Alors, vous avez survécu à la partie chiante. Permettez-moi de proposer maintenant un autre petit voyage qui nous permettra de nous familiariser avec quelques traits d'adultes autistes. Et pour présenter l'autisme dans ses étrangetés et son caractère collectif, je vous propose de découvrir la famille étrange, la famille bizarre par excellence. Vous l'avez deviné, c'est donc la famille Adams. Vous avez sans doute entendu parler de la famille Adams, mais peut-être que vous n'en avez pas entendu parler sous l'angle que je me permets de vous proposer. Donc, quand vous arrivez chez la famille Adams, quand vous osez franchir cette porte, vous serez peut-être accueilli par l'oncle Fester. Donc, l'oncle Fester, dont j'allais dire une image s'affiche à l'écran normalement chez vous. Donc, quels éléments de l'oncle Fester vous laissent à penser qu'il pourrait être concerné par un diagnostic d'autisme? Et il y en a un certain nombre. Un premier élément, c'est évidemment son regard. Le regard des gens autistes est très spécifique. Dans l'immense majorité des cas, on l'observe dès la naissance ou presque. Il ne s'agit donc pas d'un apprentissage culturel. Il s'agit véritablement d'un trait qui fait partie de l'être même de la personne. Donc, un regard, pour le dire vraiment tout bêtement, plus simplement, un regard donc peut-être fixe comme celui de l'oncle Fester et qui ne vous fixe pas vous. Normalement, quand vous avez un bébé, et que vous le regardez, il vous regarde. Quand vous lui souriez, il vous sourit. S'il ne le fait pas, il est soit aveugle, soit autiste, soit il dort. Hein, voyez. Donc, peut-être les trois, hein, c'est possible d'ailleurs. Hein. Ensuite, quand l'enfant devient d'âge scolaire et lorsqu'il entre en classe, eh bien, le prof peut ne pas accepter que tel ou tel élève ne le regarde pas parce que le prof croit que l'élève qui ne le regarde pas n'écoute pas ou est dissipé. Alors que l'élève autiste, précisément pour pouvoir écouter le cours et écouter le prof, ne doit pas le regarder ou ne le regarde pas. Voyez? Ou aussi, cette fois, exemple de l'âge adulte, j'ai une amie autiste qui a un regard fixe particulièrement marqué. Et donc, les gens croient qu'elle les drague. Mais comme elle est autiste, elle ne comprend pas que les autres croient comprendre que, etc. Vous avez compris. Autre élément chez l'oncle Fester, son sourire. Non, n'avez-vous pas été déstabilisé par son sourire? Il y a une raison à cela. Parce que nous sommes dans une société qui fonctionne sur un principe tout à fait élémentaire. Plus vous souriez, plus vous serez accepté. Et je peux vous dire que ça marche. Je travaille avec des étudiants handicapés à profil exactement identique. Un étudiant qui sourit aura bien plus de chances d'être accepté, voyez-vous. Donc, généralement, les gens autistes finissent par le comprendre lorsqu'ils sont ados ou jeunes adultes. Et donc, par exemple, je crois que c'est ce qu'a fait l'oncle Fester. Il s'est donc mis à sourire. Sauf que quand votre sourire est trop prononcé, trop figé, vous passerez pour pervers. Rien. Autre élément, peut-être, l'oncle Fester porte toujours les mêmes vêtements. Voyez, ça c'est autistique de ne pas savoir adapter ses vêtements au climat, mais aussi surtout à l'environnement social. Les gens autistes ont souvent un type de vêtements qui les fait passer pour, entre guillemets, démodés. Hein. Mais passons un peu vite. Ensuite, autre personnage très connu, celui-là de la famille Adams, c'est Max, hein, ou Lurch, hein, dans la version anglophone. Alors, Max, souvent les gens en ont peur. Ils en ont peur, non pas parce qu'il ferait des choses sinistres, non, c'est un personnage tout à fait modèle de par sa conduite. Simplement, il est grand. Donc, quand vous êtes grand, vous devez constamment donner des indices à l'autre pour le rassurer. Et accessoirement, c'est aussi pour cela qu'il faut, dès le plus jeune âge, veiller à l'apprentissage des comportements socialement adaptés ou adéquats. Parce que si on ne le fait pas,
Eh bien, je connais malheureusement le script pour y avoir assisté des centaines de fois. Eh bien, l'enfant, quand il deviendra grand, sa seule perspective sera d'être enfermé dans un lieu clos, souvent psychiatrique d'ailleurs, bourré de médicaments. Voyez. Donc, les convenances sociales sont beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît. Et ceux qui disent, alors c'était une sorte de courant dans certains milieux psy il y a quelques années notamment, ceux qui disent les conventions sociales, on s'en moque et il faut laisser l'enfant être comme il veut l'être, eh bien ces mêmes personnes-là ne se feraient certainement pas suivre leurs propres enfants les méthodes qu'ils prônent, hein. C'est-à-dire pour ma phrase est tendue, excusez, c'est-à-dire que pour les enfants autistes, ils prônent autre chose que pour leurs propres enfants à eux, qu'ils poussent vers des classes prépa ou vers des études de médecine. Donc, alors, revenons à Max. Si vous avez vu le film, vous savez que Max est non-verbal, hein, il ne parle pas. Mais on ne peut pas dire que Max soit bête. Et on ne peut pas dire que Max n'ait pas connaissance du langage. Max travaille comme domestique, hein, chez les Adams. Il comprend parfaitement les ordres qu'on lui donne. Et donc, il a une maîtrise du langage. Simplement, il ne parle pas. Et je dirais que c'est le schéma le plus classique chez les gens autistes qu'on qualifie de non-verbaux. Les personnes autistes dites non-verbales, en général, connaissent bien le langage. La preuve, quand vous leur parlez, ils comprennent très bien ce que vous dites. Simplement, c'est la compétence active qui fait défaut, ou plutôt, pour être plus précis, qui n'a pas été développée, faute de ressources proposées, notamment dans les jeunes années de la personne. Voyez, je suis convaincu qu'il n'y a pas de corrélation entre l'aptitude à la verbalisation et l'intelligence des personnes. Voyez, vous pouvez, même quand vous êtes une personne non verbale ou quand vous avez été longtemps une personne non verbale, vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de métiers, de jobs et d'activités qu'on ne le dit, hein. Et honte à ceux qui disent le contraire. Hein. Voyez, j'ai été beaucoup frappé par le fait que dans certaines cultures, je pense à certaines cultures africaines. J'ai des exemples très précis de chez mes amis du Cameroun, par exemple. Dans certaines cultures, on accepte beaucoup mieux qu'il y ait des professionnels non-verbaux dans toutes sortes de jobs dans la société. Alors que dans des sociétés occidentales, il eût été absolument impensable que, par exemple, vous soyez accueilli par un gardien de parking non-verbal. Voyez? Ou que, par exemple, telle personne travaillant au supermarché soit non-verbale. Voyez? Les gens appelleraient la police, peut-être. Hein. Même dans d'autres cultures, on peut beaucoup plus facilement accepter ces personnes-là et cette façon d'être là. Hein. Donc, c'est un point qui me semble important. Alors, Max a, je dirais, une version féminine. C'est peut-être la femme autiste la plus connue au monde. C'est évidemment Bécassine, hein, puisque Bécassine et Max ont presque le même job et presque le même profil. Alors, Bécassine parle quand même un peu plus, mais bon. Pendant des années, c'était l'un de mes sujets préférés que de parler de Bécassine. À présent, je m'en abstiens puisque désormais, quand des associations m'invitent, elles me disent bien, Joseph ne nous parle plus de Bécassine, donc je ne le ferai plus. Mais en tout cas, s'agissant, je dirais, de ces métiers-là, ce que je peux vous dire très cyniquement, c'est que si je devais engager un domestique, ce n'est pas le cas, mais si je devais engager un domestique, je prendrais quelqu'un comme Max ou comme Bécassine. Pourquoi? Parce que Max ou Bécassine sont d'une fiabilité absolue. Voyez, c'est peut-être un autre exemple de qualité majeure de personne autiste. Autre personnage, toujours dans la famille Adams, c'est la petite mercredi, Wednesday. Si vous regardez mercredi, quelque chose va vous choquer, non? À qui vous fait-elle penser? Évidemment, à Greta Thunberg, pardon, Greta Thunberg en français. Hein? Vous voyez, c'est exactement le même type humain. C'est drôle, hein? Il y a des types humains comme ça, assez établis. Et ce qui est assez fascinant dans le cas de Greta Thunberg, c'est qu'en vérité, elle est presque l'illustration
de comment tout ce que les manuels médicaux nous présentent comme des déficiences, handicaps, défaillances, comment tout cela peut devenir un ensemble d'atouts. Quelques exemples rapides. Greta Thunberg, comme d'ailleurs beaucoup de gens autistes, n'a aucun sens de hiérarchie sociale. Ah oui, c'est un handicap. Lorsque vous ne comprenez pas les hiérarchies sociales, lorsque vous recevez un mail du PDG et que le mail du PDG est bourré de fautes d'orthographe et que vous renvoyez le mail corrigé au PDG, vous aurez des problèmes de carrière, quoi. Voyez? Ou lorsque, lors de l'entretien d'embauche avec le grand PDG, le téléphone portable du grand PDG sonne et que vous lui dites il faut éteindre le téléphone dans le début des réunions, vous avez sans doute raison. Mais premièrement, vous n'avez pas compris que la règle ne s'appliquait pas au PDG, dans une société hypocrite, évidemment. Et deuxièmement, vous n'avez pas compris qu'il ne sera pas votre PDG parce que vous ne serez pas recruté. Donc, sauf que Greta Thunberg, qui n'a pas ce sens de hiérarchie, ça lui a été un atout incontournable parce que qu'elle soit face à un roi, empereur, clochard, président, elle parle toujours de la même façon et elle n'est pas impressionnée. Au tendre âge, par exemple, de 14 ans, c'est là qu'elle a commencé son militantisme en grand, quoi. Voyez. Donc, sans ce trait-là, elle n'aurait pas pu faire son militantisme. Voyez. Autre aspect, les gens autistes ont un centre d'intérêt auquel ils consacrent le meilleur de leur temps, qu'ils soient rémunérés ou pas. Ce n'est pas une question de rémunération de gloriole. Voyez. En effet, si vous vous intéressez à la cladistique des coccolithophoridés quand vous êtes collégien, vous ne serez pas très populaire au collège. Par contre, vous serez très compétent dans ce domaine-là. Et Greta Thunberg, oui, je pense qu'elle a acquis un certain nombre de connaissances dans son centre d'intérêt. Par contre, je serais très curieux de voir Greta Thunberg invitée à une conférence où on lui aurait interdit de parler du climat. Je crois qu'elle serait dans une profonde détresse. Ce serait une expérience psychologique peut-être intéressante à mener. Voyez-vous, hein? Donc là, nous voyons aussi comment un trait de fonctionnement peut devenir un atout alors que médicalement parlant, il est considéré comme un défaut. Et peut-être troisième exemple, c'est l'exemple qui tue, si vous me passez la tournée familière, c'est qu'en vérité, les gens aujourd'hui finissent par tout savoir avec les réseaux dits sociaux. Les turpitudes les mieux cachées finissent par éclater au grand jour. Et combien de grandes causes ont éclaté à cause précisément des turpitudes de leur figure de proue. Scandale de mœurs, compte caché aux Baléares, enfin, ou aux îles de je ne sais trop quoi. Voyez, avec Greta Thunberg, vous avez la certitude qu'il n'en sera pas ainsi. Et donc, fort cyniquement, si j'avais une cause à défendre, j'en confierais la défense à Greta Thunberg, évidemment. Voyez. Donc, peut-être qu'au XXIe siècle, les personnes dites différentes auront une place de par les mutations de notre société. Et c'est tout à fait saisissant de se dire que la biodiversité humaine peut avoir une place dans un monde moderne. Autre exemple, et j'irai très vite, voici Machin. Alors, Machin, c'est un autre membre de la famille Adams. Il s'appelle It avec deux T en anglais. Alors, quand vous voyez Machin, à quoi pensez-vous? Peut-être qu'il aurait besoin d'un brin de toilette, non? D'un peu de coiffure, non? D'aller chez le coiffeur. Il est temps de vous faire un pénible aveu. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma vie. Et on pourrait le dire par une sorte de petite boutade. Je ne le dis pas pour me plaindre, c'est plus pour rire qu'autre chose. Je suis très vraisemblablement le seul ancien conseiller ministériel de France qui ne soit jamais allé chez le coiffeur, qui ne sache pas faire un nœud de cravate, qui ne sache pas conduire une voiture et qui ait vécu chez ses parents jusqu'à leur trépas. Voyez. Donc, d'une certaine façon, j'ai bien des choses à apprendre et c'est heureux. Donc, problème de coiffure chez Monsieur Machin,
Mais aussi un autre problème, si vous regardez l'image, ça devrait être apparent. Il est chez lui, il est en intérieur. Pourquoi est-ce qu'il porte un chapeau et des lunettes de soleil? Voyez, il y a une raison très simple, c'est qu'il y a des problèmes sensoriels. Voyez-vous. Et l'autisme est souvent marqué par des problématiques sensorielles. Savoir adapter un lieu de travail, savoir adapter un bureau, savoir adapter une usine à l'autisme, c'est possible, mais il faut le faire. Et ce n'est pas si compliqué, mais si vous ne le faites pas, ça n'ira pas. Hein. Et à force d'avoir visité un certain nombre d'usines à travers le monde, je pense que virtuellement n'importe quelle usine peut être adaptée pour que des gens autistes y travaillent. Je me permets de citer entre autres, par exemple, ce que fait Andros. Hein. Andros, donc, qui est je dirais, un producteur de beaucoup de bonnes choses. Andros recrute des dizaines de personnes autistes parmi les plus exclus, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école pour la plupart, qui pour la plupart ne savaient pas parler au moment de leur embauche. Ces gens-là travaillent en milieu ordinaire, hein, et vous pouvez leur rendre visite. Il n'y a pas de miracle, il y a l'application d'un certain nombre de principes d'inclusion et d'un certain nombre d'outils pour réaliser justement cette inclusion. Et un petit détail qui échappe à tout le monde sur cette photo avec Machin. Regardons, si vous le voulez bien, non plus Machin sur la photo, mais l'entourage. Vous voyez le cadre. Ça ne vous frappe pas, ça devrait vous surprendre. Il est chez lui, c'est la maison donc des Adams. Mais waouh, c'est beau chez les Adams, c'est un vrai petit palais. Regardez comme c'est propre, comme c'est bien arrangé. Je ne sais pas si c'est aussi joli chez vous, mais pas chez moi. Hein, voyez. Les Adams sont des designers de génie. Quoi, hein. C'est l'un de mes sujets préférés, mais faute de temps, on ne peut pas entrer dans les détails, sauf si vous m'en posez la question. Hein. Dans l'univers du design, il y a beaucoup de gens autistes. Voyez. Et je pourrais entrer dans toutes sortes d'histoires. Hein. Il se trouve que j'ai une amie commune avec Philippe Stark, hein, donc le designer, je pense pouvoir le nommer parce que lui-même ne fait pas mystère de son autisme publiquement. Hein. Et j'oserais dire qu'il ne peut pas le cacher d'ailleurs. Hein. Voilà. Je connais aussi une personne qui avait connu de très près Yves Saint-Laurent, quoi. Hein, voyez. Il y a une quantité d'anecdotes à raconter. Hein. Alors, il y en a aussi un autre, mais bon, que je n'aime pas forcément parce qu'il n'était pas très sympathique, c'est évidemment la Lagerfeld. Hein. Et c'est à son exemple, pour vous faire le sketch très sommairement, qu'on voit toute l'hypocrisie du monde. Si par exemple vous aimez les cols très hauts et très serrés, alors tout le monde se moquera de vous au collège. Hein. Par contre, si vous êtes un designer mondialement connu, tout le monde dira quelle classe, quelle silhouette, quel genre. Hein, voilà. Si par exemple vous êtes phobique de la poussière, de la saleté et du gras, quoi, hein, eh bien les gens se moqueront de vous. Par contre, si vous êtes un artiste mondialement connu, là, ça passera. Si vous portez des lunettes noires et portez vous-même des vêtements noirs, ben, même chose. Hein. Si vous êtes connu et riche, les gens trouveront ça très chic. Sinon, vous serez la risée du village. Et si toute votre vie affective est Choupette. Vous connaissez Choupette, hein, c'était le chat de la Lagerfeld. Hein. Donc, même chose, on se moquera de vous, on vous trouvera vicieux. Par contre, si vous êtes le grand, internationalement connu designer, tout le monde dira, mais quel génie. Quoi, hein, voyez. Donc, la société a une perception étonnante des choses. Et est-ce que vous avez écouté des interviews de Lagerfeld? Il parle avec un accent terrible, il répond à côté de toutes les questions et avec une syntaxe des plus originales. Alors tout le monde dira, ah, mais c'est parce qu'il est allemand. Mais est-ce que vous avez écouté des interviews de lui en allemand? Ben, c'est pire encore. Vous voyez. Donc, ouais, je comprends tout à fait l'histoire. Comme il était bizarre chez lui en Allemagne, il est venu en France en se disant le décalage culturel va gommer le décalage
on va dire de base ou biologique. À mon avis, il aurait dû choisir un pays un peu plus éloigné. Hein. S'il était parti non pas en France, mais par exemple, que sais-je, en Inde, personne n'aurait remarqué qu'il était bizarre. Quoi, voyez. Bon, bref, pardonnez cette petite digression. Mais c'est vous dire que d'une certaine façon, la famille Adams, l'histoire des Adams, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, le créateur de l'histoire Adams s'appelait Charles Adams. Voyez, il a raconté dans cela l'histoire de sa vraie famille. Hein. Et c'est dans la famille Adams que l'on a finalement cette question que l'on vous interjettera en permanence quand on travaille, du moins avec des ados ou des adultes, pas forcément des enfants, quoi. Pourquoi est-ce que les autres me rejettent? Pourquoi est-ce que les autres n'acceptent pas, par exemple, de travailler ou de fonctionner avec moi? Cette question-là, les Adams se la posent, et avec raison, parce qu'en dernière instance, les Adams sont la famille la plus sympa de la Terre. Vous voyez, les Adams font tout le temps la fête. Les Adams, eh bien, par exemple, invitent tout le monde à festoyer avec eux. Et pourtant, personne ne vient. Quoi, hein. Alors, les Adams ont une explication toute trouvée. Ils disent c'est parce que nous avons des origines espagnoles. Et je vous laisse savourer la véracité de cette réponse. Mais en vérité, hein, c'est typiquement le genre de réponse, ou plutôt le genre d'explication que donnent beaucoup de parents, notamment, pour rendre compte de la particularité de leur enfant. Mais ce n'est pas avec des mensonges pieux que l'on s'en sortira, mais bien plus par une meilleure acceptation, y compris en milieu professionnel, donc de la différence. Et si vous le permettez, dans les quelques minutes qui restent, je me permettrai de vous montrer très rapidement un exemple de management autistique. Parce que jusqu'à présent, ce dont j'ai essentiellement parlé, c'était l'exemple de personnes autistes ayant des tâches, on va dire, comme on dit, pardonnez le terme, d'exécution. Voyez. Donc, essayons d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler un management autistique. Et je crois qu'il y a un film sur ce sujet, un film que vous connaissez, mais c'est un film que vous ne connaissez pas forcément sous cet angle. Un film sur le management autiste, à mon avis, c'est le film Le Parrain. Oui, Le Parrain. Je vous propose de regarder l'histoire. Encore une fois, je dois partager mon écran, excusez. Voici donc Le Parrain. L'histoire du parrain commence il y a fort longtemps en Sicile, dans ces paysages bénis des dieux, gorgés de soleil. Mais ce sont des paysages où règne en maître la mafia, et plus précisément un dénommé Don Ciccio, qui est un parrain des plus cruels. Et Don Ciccio a fait massacrer une famille rivale. De cette famille rivale, il n'y a eu que 2 survivants, une mère et son fils. Et l'histoire du film commence lorsque la mère vient auprès de Don Ciccio pour plaider la vie sauve de son fils. C'est très curieux parce que ces scènes-là, tout le monde les a vues, mais personne ne semble s'en souvenir ou personne ne semble les avoir comprises. Donc la mère arrive chez Don Ciccio, elle fait le baisement et elle avance 2 arguments pour que son fils ait la vie sauve. Premier argument, c'est que son fils est déficient mental. Il utilise un terme très, très, je dirais, assez grossier dans son dialecte sicilien. Quoi. Il a 9 ans, il est mental, il est débile, si vous permettez le terme. Autre deuxième argument que la mère soulève, c'est que son fils ne parle pas. Voyez, on dirait qu'il est non-verbal dans le jargon médical. Normalement, on pourrait s'attendre à que Don Ciccio ait un mouvement, on va dire, d'humanité, donc qu'il donne la vie sauve, vu que l'enfant est quand même lourdement handicapé. Mais Don Ciccio, il a une réponse glaciale, alors qui est terrible, mais qui montre que finalement Don Ciccio a mieux compris l'autisme que beaucoup de psychiatres contemporains.
que Don Chicho répond, Madame, ce ne sont pas les paroles de votre fils que je crains, ce sont ses actes quand il sera grand. Voyez? Et donc, la mère est tuée quelques secondes plus tard. Dans le tumulte, l'enfant parvint à s'enfuir. Je vous passe toutes sortes de détails, ça devient ensuite assez rocambolesque. Mais quelques semaines plus tard, le voilà sur un bateau en direction de New York. Et c'est là qu'il se trouve dans le fameux hangar où on enregistrait les immigrés, les nouveaux venus en Amérique. Alors, scène de tumulte, scène de confusion. Lorsque enfin arrive le tour du petit, les policiers américains l'interrogent et lui demandent comment tu t'appelles. Évidemment, l'enfant ne parle pas. Mais c'est là que se produit une scène très curieuse. Et là encore, tout le monde l'a vu, cette scène, mais personne ne semble la comprendre ou en mesurer la portée. C'est que l'enfant ne sait pas parler, mais il sait écrire. Et il écrit Corleone. En fait, c'est le nom de son village, hein, mais les Américains croiront que c'est son nom, hein, d'où la confusion, quoi, hein. Mais savoir lire et écrire avant de savoir parler, c'est relativement commun dans l'autisme. Et c'est même logique parce que lire est beaucoup plus facile que de parler, quoi, hein. Simplement, j'ignore pour quelle raison toute l'éducation nationale à la française est bâtie sur l'idée que les enfants sachent parler avant de savoir lire et écrire, quoi, hein, voyez? Donc, bref, passons. Beaucoup d'enfants autistes, paraît-il 40%, en tout cas, votre serviteur en faisait partie, peuvent lire et écrire avant de savoir parler. Naguère, ce fut comme aujourd'hui, le petit a été mis en quarantaine, hein, voilà. Et donc, c'est dans cette austère cellule qu'il s'épanouit finalement beaucoup mieux que dans la grande salle, dans le grand hangar avec la foule de gens. Les années passent, il devient adulte et le voilà parrain de la mafia. Alors, il est adulte, mais il garde un certain nombre de particularités. Pour vous le dire très sommairement, il y a plus de choses que ça à raconter. Mais c'est déjà quelqu'un qui, certes, a appris à parler, mais il garde une élocution très particulière. Est-ce que vous vous souvenez de la voix très spéciale du parrain dans le film? Oui, bon, il faut le revoir peut-être, hein. Mais en tout cas, ce qui est saisissant, c'est que personne n'osera lui dire, hé mon vieux, t'es tout chelou comme tu parles. Personne n'osera dire ça aux parents de la mafia, quoi, hein. Vous voyez, tout le monde sera hypocrite à dire merci, qu'est-ce que vous avez bien parlé, quoi, hein, voilà. Donc ça, ce sont les hypocrisies sociales, quoi. Autre chose, donc Don Corleone, vu que maintenant on l'appelle comme cela, eh bien, c'est donc un homme qui déteste la saleté, hein. S'il est toujours habillé de la façon la plus élégante, ce n'est pas par snobisme, hein. C'est tout simplement, il a un sens esthétique. Et quand vous regardez chez lui, eh bien, waouh, c'est la même remarque que chez les Adams, c'est très beau chez le parrain, quoi, hein. Le parrain est un designer de haute volée, hein, voyez. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un rustre qui vivrait dans une immonde taverne, pardon, caverne, hein, enfin, ou taverne peut-être aussi. Mais en tout cas, je crois que le succès du film est dû à une astuce assez géniale. C'est qu'en permanence, toutes les quelques minutes, la perspective dans le film bascule. Pendant quelques minutes, vous avez la perspective non autistique. Vous voyez ces fêtes-là, en musique, danse, les gens qui aiment s'amuser. Ça, ce sont les non-autistes. Vous avez ces scènes-là. Et puis, immédiatement et brutalement, la caméra bascule et vous entrez en mode autistique. Donc, en intérieur, lumière tamisée, voire pénombre, et c'est là que siège le parrain. Mais oui, parce que le parrain, il a des problèmes sensoriels. Il n'aime pas la foule, quoi. Voyez? Sauf que comme c'est lui le boss, il peut décider où il sera ou pas, et combien de temps, quoi. Voyez? Donc, c'est, je crois, cette astuce-là qui donne cette saveur assez impressionnante au film. Et en dernière instance, quand le parrain meurt, il meurt aimé. Pourquoi il meurt aimé? Parce qu'il a suivi tout au long de sa vie des règles très scrupuleuses
très, très poussé, par exemple en termes de comportement. Il refuse de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Par exemple, il refuse le trafic de drogue. Il pratique toujours la charité. Voyez. Et aussi, peut-être autre indice, euh, il est parti de rien, mais sa famille est désormais la plus puissante famille de la mafia. Comme quoi, le management autistique, peut-être que ça peut marcher. J'ose espérer que des gens autistes trouveront leur bonheur ailleurs que dans la mafia, soyons d'accord. Mais c'est parfois par ces exemples un petit peu cocasses que l'on peut mieux retenir les choses. Et puisque mon temps est déjà écoulé, je crois que le mieux, si je l'ai ici, ce dont je doute parce que ce n'est pas mon PC habituel, mais les miracles peuvent toujours se produire. Excusez, je fais défiler, voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je me permettrai pour les quelques derniers instants qui restent en conclusion de vous raconter une dernière histoire. J'ai un ami autiste de longue date. Il se passionne pour les langues anciennes. Il réalise des dictionnaires. Et donc, ces dictionnaires d'usage quotidien et indispensables à la vie, tels que des dictionnaires de corniques, de manoirs, eh bien, vous ne les trouverez pas en librairie pour une raison simple, c'est qu'aucun éditeur n'accepterait de les publier. Voyez, s'il les publiait, peut-être qu'il vendrait un exemplaire par siècle et encore. Voyez. Donc, ce n'est pas comme ça que vous ferez fortune. Alors, je me suis fait bien des soucis pour mon ami au cours de ces années. J'avais peur qu'il ne finisse à la rue. J'avais peur qu'il ne se suicide, ce qui arrive hélas souvent. Et mon ami, par contre, a eu de la chance. Il a trouvé un job, une source de revenus. Alors vous me demanderez, mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a trouvé une source de revenus? C'est très simple. Il a procédé à la façon autiste. Je dis parfois à des jeunes qui hésitent quant à leur orientation, ne faites pas des études de lettres modernes. Parce que si vous faites des études de lettres modernes, vous serez 2000 dans l'amphi. Et autant, je dirais, de sources de bruit, de problèmes sociaux. Et plus tard, autant de candidats quand vous postulerez à un poste. Faites des études de vieil éthiopien. En cours de vieil éthiopien, vous serez seul avec le prof. Le prof sera ravi que vous soyez là. Le prof sera au moins aussi bizarre que vous, et donc il pensera que vous êtes normal. Et un jour, quand le prof de vieil éthiopien rejoindra l'autre monde, eh bien, un poste de prof de vieil éthiopien se libérera. Et l'université, même si elle ne vous aime pas, même si votre coiffure est aussi, je dirais, ratée que la mienne, et même si vous ne savez pas faire votre nœud de cravate, l'université sera obligée de vous prendre, parce qu'elle n'aura pas d'autre choix. C'est un peu ce qu'a fait mon ami. Alors, pas avec le vieil éthiopien, mais avec une association, avec une langue à peine différente. Quoi. Donc, bref. Et il y a un peu plus d'un an, il est arrivé à mon ami quelque chose que jamais, jamais je n'avais cru possible, à savoir donc qu'il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent véritablement. À la naissance de son enfant que vous voyez ici, une pensée terrifiante a traversé l'esprit de mon ami, le papa. Et si jamais, et si jamais son enfant n'était pas autiste, imaginez d'avoir à la maison un enfant qui ne s'intéresse ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental, ni à la formation de l'aoriste en sanskrit classique, mais qui veut regarder TF1. Mais comment est-ce que vous pouvez éduquer un tel enfant? Donc, dans un moment de grande inquiétude, mon ami a pris cette photo qu'il m'a ensuite envoyée. Et avec d'autres amis autistes, nous allons étudier le tout petit. Et il semblerait que dès à présent, il ait le regard autiste. Alors, ouf, les parents sont soulagés. Bon, ça dit entre nous, quand on connaît le profil des deux parents, il y avait assez peu de risques. Alors, ce dont je pense pouvoir être quasiment certain, c'est que mon ami, je veux dire le papa, sera un bien plus fiable et peut-être même un bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui pensent être normaux.
Et qu'il me soit permis d'ajouter une dernière phrase qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien. C'est une phrase extraite du préambule de la Constitution suisse. Dans sa version française, elle s'énonce comme suit: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.